Bonjour Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de la 2e circonscription de la Haute-Vienne et vous êtes surtout rapporteur du pacte ferroviaire. Est-ce que vous avez déjà fait grève ? Non. Jamais. J'ai déjà manifesté ou participé. J'ai même participé au mouvement Nuit debout parce que ça m'intéressait sur le plan démocratique. Mais j'ai jamais fait grève pour des considérations de revendication. Vous venez, pour le coup, vous du côté des pilotes ? Oui. Je viens de l'aéronautique. C'est effectivement un secteur qui pratique aussi la grève avec un certain Mais vous-même, envie. vous n'y avez jamais été confronté, vous ne l'avez jamais fait ? Non. Vous n'avez pas choisi de ne pas le faire, vous n'avez juste pas été... Ah non, j'ai eu beaucoup de sollicitations dans le cadre de mes fonctions précédentes sur des mouvements de grève qui avaient été engagés, mais je n'ai jamais participé. Jamais fait grève. Celle-ci, elle s'annonce très dure. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que vous imaginiez. Elle s'annonce dure, elle s'annonce suivie au moins pour la première semaine, peut-être les 2 premières semaines. Et c'est d'autant plus incompréhensible que la ministre s'est engagée assez fermement vendredi dernier à garantir un certain nombre d'éléments, notamment la garantie des retraites, de la rémunération, de l'emploi, dans le cadre pour les cheminots qui viendraient être transférés dans les entreprises ferroviaires. Vous entendez le petit paradoxe dans votre phrase ? Vous dites la ministre, elle s'est engagée assez fermement. Mais au contraire au dialogue. Est-ce que c'est pas le paradoxe au fond, même l'expression de votre phrase montre le paradoxe auquel vous êtes confronté. C'est-à-dire que vous dites on dialogue, mais on entend fermeté. Parce que je pense que la réforme, elle est nécessaire. Et donc, le gouvernement et le Parlement, d'ailleurs, sont déterminés à mener cette réforme. Parce que le constat, il a été posé par le rapport Spinetta, mais plus largement par les rapports précédents. Le constat, vous le connaissez. Et d'ailleurs, il est accepté par tout le monde, y compris les syndicats. C'est la vétusté du réseau, c'est le coût de la SNCF, et c'est la dégradation de la qualité de service qui est ressentie par tous les Français. Mais la ministre, elle a consulté depuis le 1er mars. C'est une vingtaine de réunions sur l'aspect ouverture à la concurrence. Elle a accepté, à notre demande, de passer par un projet de loi. Donc, il n'y a plus d'ordonnance sur la partie mise en concurrence. Et je pense que cette fermeté, effectivement, dans l'objectif de faire une réforme qui est utile, elle est nécessaire. Et puis, pour autant, on a un peu de souplesse. On a de la souplesse au niveau parlementaire de mener un débat. Et je crois elle est où, la souplesse ? Soyons assez très précis. concrètement, quelle est la marge de manœuvre dans les négociations ? Mais la marge de manœuvre sur l'ouverture à la concurrence, c'est 2 éléments. D'abord, c'est le calendrier d'ouverture à la concurrence qui est progressif. En gros, ils peuvent gagner un peu de temps. Non, c'est 2019 pour le TER, pour les régions qui en veulent. C'est 2023 de façon obligatoire pour le Transilien et TER jusqu'en 2033. Mais alors, qu'est-ce qui reste à négocier ? Et ce qui reste à négocier, et ce qui n'est pas neutre, c'est toutes les conditions sociales de transfert des cheminots. La ministre s'est engagée effectivement à garantir emploi, retraite, rémunération, ce qui n'est pas tout à fait rien. Il y a des éléments qui se négocieront dans la convention collective, je pense notamment au dispositif d'accueil médical des cheminots, etc., etc., et aux facilités de circulation d'ailleurs. Et c'est des sujets qui vont être traités là dans les semaines qui viennent. Jean-Baptiste Djebbari, vous dites nous sommes déterminés, mais face à vous, vous avez des cheminots, des grévistes qui sont très déterminé, beaucoup plus que ce que vous imaginiez ? Moi, je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a effectivement une opposition de principe à la réforme pour notamment CGT, SUD et FO, qui refusent le principe de mise en concurrence. Mais il y a un front syndical qui n'est pas uni. CFDT et UNSA, quelque part, se sont préparés à la concurrence. Et d'ailleurs, chez les cheminots, quand vous leur en parlez, cette préparation-là, elle est intériorisée. La SNCF est prête à la concurrence et a tous les moyens d'y être performante. Mais il y a une posture politique, syndicale, qui aujourd'hui, effectivement, fait front. Et puis le deuxième élément, et c'est un élément de sincérité, les cheminots se sont sentis, je pense, humiliés. Ils ont ressenti un SNCF bashing qui aujourd'hui, effectivement, les radicalise un peu, au moins dans les premiers temps du conflit. Et moi, je souhaite que ça, on arrive à le débloquer. Vous avez un regret sur, effectivement, ce qui leur est apparu comme une humiliation ? Moi, je n'ai jamais participé à ça. Mais effectivement, vous avez bien senti que, y compris dans le vocabulaire utilisé par le gouvernement, il y avait une maladresse au minimum ? Peut-être pas par le gouvernement, mais d'une manière générale par l'ensemble de l'écosystème, y compris l'écosystème médiatique. Les cheminots, ce sont des gens qui sont fiers. Et ils ont raison d'être fiers. Et puis ils sont inquiets aussi. Et ils ont un peu raison d'être inquiets, notamment parce que le statu quo, aujourd'hui, est impossible et parce que la situation à la SNCF, elle est extrêmement dégradée. Mais pour autant, même si on comprend ça... Non, je crois pas qu'il y ait d'arrogance. Mais c'est vrai qu'on a passé... Moi, j'ai fait des auditions avec les différents syndicats. Ils l'ont perçu comme ça. Très sincèrement, on passe un quart d'heure à purger ce sujet du SNCF bashing. Et après, on discute. Moi, je n'ai eu aucune difficulté à discuter avec tous les syndicats du fond des sujets. Même si parfois, on acte des points de désaccord. Mais on peut discuter. Vous les avez un peu braqués, quoi. Non, je crois pas qu'on les ait braqués. Je pense qu'on a des positions qui sont divergentes, qui partent d'un constat qui est convergent pour le coup. Le diagnostic, il est posé, il est clair. On a des positions qui sont divergentes. Et je prends un exemple. La CGT, elle défend un projet collectiviste.
égalitariste, qui à mon avis ne correspond pas du tout à l'économie dans laquelle nous nous situons. Dans la perception de ce mouvement, les Français évoluent. Aujourd'hui, ils sont presque 1 sur 2 à se dire solidaires des grévistes. C'est ce qui ressort d'un sondage publié dans le journal du dimanche hier. 46% des Français qui disent la grève justifiée. Et surtout, ce chiffre, il augmente. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez commencé à présenter cette réforme, il y avait une défiance des Français globalement vis-à-vis de la grève et ils disaient tous on soutient la réforme. Ce chiffre est en train d'évoluer. Est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre la bataille de l'opinion? Mais ils sont aussi 72% à dire que le gouvernement ira jusqu'au bout de la réforme. Et moi, ce que je pense, c'est que le statu quo, il est intenable et impossible. Si on ne fait rien aujourd'hui, et si on fait globalement ce qu'ont fait les gouvernements précédents, c'est-à-dire regarder la qualité du service public diminuer, et ne pas avoir le courage de faire la réforme, alors dans 5 ans, on est encore au même, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, on sera au même endroit, avec les mêmes discussions sur la dette, sur la qualité de service, sur la vétusté du réseau. Et ça, c'est ressenti tous les jours par les Français. C'est les retards, les déprogrammations, les annulations de trains. C'est insupportable. Sauf que, Jean-Baptiste Djebbari, là, à l'instant, vous parlez effectivement de choses très concrètes pour les Français, de la question des horaires, des retards, la question de la qualité du service. Mais on a le sentiment qu'en tout cas, au plus haut niveau de l'État, cette réforme, elle a surtout été vendue pour des questions notamment d'ouverture à la concurrence, de poids de la dette, un peu comme si on n'avait pas le choix. Est-ce que cette réforme, elle est faite uniquement parce que on a une feuille de route qui nous a été imposée par Bruxelles et qu'il faut qu'on la respecte, ou est-ce que elle aura un impact immédiat, ou est-ce que c'est pour améliorer, ou juste parce qu'on n'a pas le choix? C'est pour améliorer le service ferroviaire, et je rappelle que partout où ça a été fait, alors d'abord disons quand même que ça a été voté dans le quinquennat précédent, que Bruxelles, c'est globalement les chefs d'État et de gouvernement qui votent à Bruxelles, donc c'est pas tout à fait adémocratique. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en gros le train, sans mauvais jeu de mots, est lancé et que vous n'avez pas vraiment le choix. Et c'est une demande des régions. C'est une demande forte des régions, notamment pour sauver ou pour pérenniser les petites lignes. Et qu'est-ce qu'a fait l'ouverture à la concurrence dans les autres pays? Je pense notamment à l'Allemagne, à la Suède, à l'Italie. Ça a, d'une manière générale, augmenté la fréquentation des trains, donc l'offre de trains, ça a permis de développer le ferroviaire. Ça a en général amélioré les services. Et je prends un exemple. Le TGV en Italie, on a mis le Wi-Fi gratuit à bord. Ça a amélioré le confort des passagers, des voyageurs. Et le dernier élément, c'est que ça baisse les coûts. En Allemagne, c'est moins 20% sur le coût du service public ferroviaire. Les cheminots, on les pointe du doigt. L'une des principales mesures de la loi que vous portez, c'est de revenir sur ce statut des cheminots. Mais quand on regarde le statut des cheminots, avec l'un des principaux intérêts de leur statut spécifique, qui est la garantie de l'emploi à vie, est-ce que c'est ça qui véritablement, en faisant sauter cette mesure-là, l'emploi à vie des cheminots, est-ce que c'est ça qui va véritablement sauver la SNCF ? L'alpha et l'oméga de la réforme, ce n'est pas le statut. Dans le statut, il y a des rigidités. Et je prends un exemple. Aujourd'hui, la SNCF, quand vous y rentrez, vous rentrez avec des salaires relativement bas et vous progressez à peu près de 2,5% par an. C'est un modèle égalitariste. Il n'y a pas de... Mais c'est eux qui sont responsables, les cheminots ? Non, c'est juste, mais c'est un système qui le défend. Il y a peu de rémunération à la performance individuelle, par exemple. Et c'est un système qui permet, ou qui ne permet pas, par exemple, d'embaucher des personnes qui sont titulaires d'une maîtrise, parce qu'ils n'y restent pas, parce que les salaires ne sont pas cohérent avec leur niveau de qualification. Donc il y a des rigidités. Il y a aussi des rigidités sur les RTT, sur la structure de coûts, sur la non-polyvalence. L'ampleur de la dette, finalement, est-ce que les cheminots, c'est pas une goutte d'eau là-dedans? Quand on voit les choix qui ont été faits d'investissement, notamment le tout TGV qu'on regrette aujourd'hui, Elisabeth Borne elle-même, elle a été à la tête elle était directrice de la stratégie de la SNCF. Au fond, j'ai envie de vous demander qui est responsable de la dette et de la dérive. Alors, on pointe du doigt les cheminots, mais quand on voit que la direction de la SNCF, ils sont là depuis des années, quand on voit qu'effectivement Elisabeth Borne a pris sa part aussi dans les choix stratégiques qui ont été faits par l'entreprise. La dette, vous avez 3 éléments. Vous avez grosso modo effectivement le choix d'investissement politique du tout TGV qui pèse lourd. Vous avez les déficits d'exploitation, y compris le modèle social. C'est à peu près, le modèle social, c'est 25% de coûts supérieurs aux homologues européens auxquels on peut comparer la SNCF. Et vous avez les frais financiers. C'est 1,5 milliard aujourd'hui, les frais financiers. Et ça fait effectivement 46 milliards de dettes aujourd'hui. Et qui est responsable? Un peu tout le monde. Un peu l'État, qui a fait de l'entrisme sur la SNCF ces dernières années. On pense à la commande de Belfort, ou on pense à la ligne Tours-Bordeaux, qui est aujourd'hui un petit peu contestée. C'est un peu la direction de la SNCF, un peu ce jeu... C'est la faute à tout le monde, quoi. C'est la faute. En tout cas, c'est une responsabilité commune. Et dans ces cas-là, les élus qui ont voulu leur LGV, leur gare TGV. Non, mais est-ce que ça marche bien, par exemple, le dialogue social à la SNCF?
Je pense que non, ça marche pas bien. Et pourtant, on a des moyens. Je rappelle qu'il y a 9000 mandats syndicaux à la SNCF, c'est 2200 syndicalistes à temps plein à la SNCF. Donc il y a des moyens de discuter, il y a des moyens de faire des choses. Mais il y a une pratique syndicale, et d'ailleurs, probablement que les responsabilités sont partagées, direction, syndicats, et ce qu'on a dit un petit peu sur l'environnement dans lequel évolue la SNCF. Mais aujourd'hui, il faut en finir. Vous parlez, vous, d'usagers ou de clients de la SNCF? Moi, je parle de clients. Parce que est-ce que ça, c'est pas une transformation radicale, y compris de l'image et du fonctionnement de l'entreprise SNCF? Vous savez, beaucoup de cheminots parlent de clients aujourd'hui. Et beaucoup disent qu'ils ont réussi la transition entre la conception de l'usager d'un service public, d'un client qui finalement achète ou consomme du voyage. Un client, ça veut dire que c'est plus un service public. Vous pouvez avoir des services publics qui ont des vocations commerciales comme l'est le service public ferroviaire. Il y a une partie très fermement ancrée dans le service public qui est la partie infrastructure, monopole naturel qui le restera. Et puis vous avez une partie qui est effectivement projetée vers le client, qui est l'interface client et qu'on peut tout à fait appeler effectivement Jean-Baptiste Djebbari, la grève pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Air France notamment a annoncé une grève pour la semaine prochaine. Vous avez été contrôleur aérien, c'est en tout cas votre formation initiale. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les contrôleurs aériens c'est des privilégiés? Les contrôleurs aériens ont des conditions qui sont relativement favorables, oui. Ils ont un service public, un service minimum, pardon, qui aujourd'hui permet effectivement d'amoindrir l'effet des grèves. Mais les contrôleurs aériens, oui, d'évidence, ont des métiers qui, comme les cheminots, ont des contraintes particulières de découcher, de temps de travail, de repos. Mais ils sont plutôt bien rémunérés par rapport à la moyenne des fonctionnaires. Et qui méritent du coup la compensation en quelque sorte qu'ils ont par un certain nombre d'avantages. Ils sont aux 32 heures, ils touchent parfois jusqu'à 5 000 euros par mois. Vous trouvez ça justifié pour les contrôleurs aériens et pas justifié pour les cheminots? Encore une fois, les garanties qui sont apportées aux cheminots, quand bien même demain ils seraient transférés chez un autre opérateur ferroviaire, c'est la garantie de la rémunération intégrale, la garantie de l'emploi, ce qui n'est pas tout à fait rien, et la garantie d'un régime de retraite qui est quand même aujourd'hui assez bénéfique. Mais est-ce que tous les autres vont devoir accepter eux aussi de renoncer? Est-ce qu'il faudra un jour que les contrôleurs aériens eux-mêmes renoncent à tout ce statut? Je crois que c'est pas du tout sur le tapis aujourd'hui. Les cheminots, c'est 150 000 cheminots. Les contrôleurs aériens, c'est 3 500 personnes ou quasiment 4 000 personnes. C'est pas du tout la même masse. Puis par ailleurs, quelque part, les contrôleurs aériens français sont assis sur un monopole de contrôle aérien d'État, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'opérateur privé du contrôle aérien en France. Donc il fait meilleur être contrôleur aérien que cheminot. Mais je n'oppose pas du tout ça. Ce ne sont pas, d'abord, c'est pas tout à fait le même métier. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes formations. Ce n'est pas tout à fait la même organisation dans les contrôles aériens européens. Donc je n'oppose pas ça. Et encore une fois, personne ici ne. Mais est-ce que vous comprenez que les cheminots ont un peu le sentiment, parfois, en tout cas c'est ce qu'ils disent, de payer pour les autres justement? Non, mais personne ici a dit que les conditions sociales des cheminots allaient être dégradées. Encore une fois. Et d'ailleurs, peut-être même que dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, et je pense notamment aux facilités de circulation, ils pourront conserver les leurs et en acquérir d'autres. Donc il n'y a pas de... Donc vous dites qu'il y aura peut-être du bon. Mais il y aura forcément du bon, et à la fin, si on a plus de trains, plus d'offres, c'est des métiers qui sont pérennisés, et c'est de l'innovation qui peut se mettre en œuvre, et donc c'est le système ferroviaire qui gagne, et c'est donc les cheminots qui gagnent. Jean-Baptiste Djebbari, une dernière question. Vous incarnez cette nouvelle génération de députés. Vous travaillez dans le privé, une entreprise de jet privé. Est-ce que vous continuez à travailler dans le privé? J'ai arrêté toute activité à la fin de l'été dernier. Je travaillais dans l'aviation d'affaires, donc c'est un peu moins glamour que les jets privés, comme vous dites. Mais non, j'ai arrêté effectivement pour me consacrer à temps plein à mon activité. C'est pas compatible, on peut pas faire les deux. On peut pas faire les deux. C'est très chronophage, c'est exaltant, c'est passionnant, mais c'est tous les jours. Du matin au soir et quasiment du soir au matin. Merci Jean-Baptiste Djebbari d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de la Haute-Vienne et c'est vous qui êtes le rapporteur du pacte ferroviaire. 8h54 sur BFM TV et RMC.